Si vous voyeriez un véhicule dans l'espace, sur une planète totalement morte, vous diriez quand même qu'il y a une intelligence qui a mis ce véhicule-là sur la planète morte. Vous comprenez? Vous savez qu'une voiture, ça vient d'une intelligence humaine. Fait que vous concluriez que c'est Tesla qui a envoyé une voiture dans l'espace puis elle a atterri sur une planète. Mais pourquoi quand vous voyez une fleur qui est infiniment plus complexe au système moléculaire, vous ne dites pas que c'est une intelligence qui a mis la fleur dans l'espace sur cette planète morte-là? Donc, quand vous regardez la planète avec ses 9 millions d'espèces différentes qui ont des mâles puis des femelles qui peuvent se reproduire, puis qui n'ont pas le choix d'être arrivés en même temps parce que les mâles et les femelles ils ont besoin des deux pour pouvoir survivre. Donc, pourquoi, en tant qu'athée, vous ne vous dites pas « OK, là, il y a une intelligence qui a créé ces 9 millions d'espèces-là différentes. » Logiquement, en tout cas. Ce qui m'apporte à la preuve numéro 2. La vie exige un donneur de vie surnaturel. Puis, je vais aller plus loin dans c'est ma preuve qui va prendre le plus de temps à expliquer. Ça aurait pu être simple parce que, tu sais, je vous l'ai expliqué en quoi? 20 secondes, OK? Il y a 9 millions d'espèces sur la planète. Fait qu'ils ne peuvent pas venir de nulle part. En tout cas, il y a des personnes qui ont créé une théorie. Mais je vais tout vous expliquer ça. On nous disait tous à la maternelle que qu'une grenouille devient un prince, c'est un conte de fées. Mais aujourd'hui, dans les écoles, on nous enseigne que lorsqu'une grenouille devient un prince, c'est de la science. Vous allez voir c'est où que je m'en viens. Je m'en vais avec ça. Parce que j'ai été dans une école publique, puis j'ai été l'un des nombreux enfants qui ont appris que l'évolution dès mon entrée à l'école. Alors, en tant qu'adulte, je me suis dit, l'évolution ne pourrait-elle pas être la raison pourquoi toute la création existe? Puis j'ai décidé de faire une enquête à savoir, est-ce que c'est vrai que l'évolution, c'est vraiment ce qui a apporté tous les êtres vivants sur la planète? Fait que je vais vous apporter avec moi dans mon enquête. C'est cool, hein? Fait que prenons le temps d'examiner les preuves ensemble. Avant de changer de diapositive, je voulais juste vous dire que, je ne sais pas si vous voyez l'étang, où il y a des poissons. Mais à un certain moment, tous les êtres vivants, selon les évolutionnistes, ont été des vers de terre à un certain moment dans l'évolution. Puis, je voulais juste le dire, hein, ça prend beaucoup de foi pour croire qu'on a tous été des vers de terre à un moment. Puis, entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens, la seule raison pourquoi on est des êtres humains intelligents aujourd'hui, qu'on est capable d'avoir des religions, qu'on est capable de construire des gratte-ciels, c'est qu'en 10 millions d'années, je ne sais pas si vous êtes capable de de deviner c'est quoi la réponse. Selon les évolutionnistes, le pouce aurait été déplacé comme ça. Fait que ça a permis aux Homo erectus de pouvoir utiliser des outils. Puis avec le temps, le cerveau s'est développé, puis on est devenu des êtres humains intelligents. Fait que si vous croyez en l'évolution, je vous le demande, pourquoi vous croyez en l'évolution? Pensez-y. Puis, on va vérifier si on est capable d'expliquer pourquoi vous croyez en l'évolution. Souvent, quand je demande à des amis athées pourquoi ils croient en l'évolution, ils disent « OK, c'est des preuves scientifiques, beaucoup de scientifiques croient en l'évolution. » OK. Donne-moi des preuves scientifiques. As-tu le chaînon manquant à me montrer? C'est quoi tes preuves scientifiques? Mais souvent, les personnes que je parle qui sont athées, je leur demande de me montrer, prouver que l'évolution est vraie. Souvent, ils ne me parlent plus. Ils n'ont pas de preuves. Il n'y en a aucun que j'ai demandé « Donne-moi la preuve que l'évolution est vraie » qui m'est arrivé avec une preuve physique. Il n'y en a pas. Puis pour vous mettre en contexte, lorsque la théorie de l'évolution a été publiée en 1859, la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. À l'époque, les cellules étaient vues comme de la simple gelée. C'est une bonne mise en contexte. Aujourd'hui, on sait que la cellule, c'est une usine en soi. Qu'il y a beaucoup de nos machines qui sont moins sophistiquées que... En fait, toutes les machines sont moins sophistiquées que les cellules. C'est des usines en soi. Fait que je vais vous montrer pourquoi vous croyez peut-être en l'évolution. Dans le fond, les humains sont très bons, sont de très bons artistes et ont surtout une très bonne imagination. On va commencer avec Lucy. Dans le fond, la version courte, Lucy,
ne peut pas être un chaînon manquant. Dans le fond, je vous explique pourquoi que les nombreuses tentatives des évolutionnistes de dire qu'il y avait des chaînons manquants. Je vais vous les présenter puis je vais vous dire pourquoi ce n'est pas des chaînons manquants finalement. OK? On va évaluer les preuves ensemble. Donc, Lucie, elle ne peut pas être le chaînon manquant car il a été déterminé que l'homme marchait debout avant l'époque de Lucie. Ça, c'est selon le modèle évolutionniste. Mais, vous voulez sûrement la version longue. Donc, Lucy. Vous croyez-tu en Lucy parce que vous l'avez vu dans vos livres d'école? Personnellement, quand j'allais à l'école, elle était dans mes livres d'école. Fait que c'était prouvé que c'était, selon moi, c'était un fait que Lucie était vraiment le chaînon manquant. Mais il a été découvert, lorsque Lucie a été découverte en 1974, l'équipe n'a trouvé que 47 os sur 207. Ça, on ne me l'avait pas dit, ça. Cependant, la plupart de ses mains, de ses pieds et son crâne manquaient. Mais cela n'a pas empêché les évolutionnistes de faire défiler Lucie comme celle qui aurait le chaînon manquant, ou de lui ajouter des mains ou des pieds comme si elle était presque humaine. Fait que, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas trouvé de pieds, ils n'ont pas trouvé de mains, puis ils n'ont même pas trouvé de crâne. Puis ils ont quand même ils ont quand même conclu qu'elle marchait sur 2 pieds, selon leur reconstitution. Fait qu'ils ont besoin de beaucoup d'imagination. C'est pas fini. Regardez ses yeux. Les seules personnes qui ont les seuls êtres vivants qui ont des yeux blancs comme ça, dans le fond, les singes, ils ont les yeux noirs. Puis les êtres humains, ben nous, on a les yeux blancs. Ben, autour de la pupille. Bon, vous me suivez? Donc, c'est ça pour. C'est pour ça que ça montre à quel point il essaie de montrer que Lucie était humaine. Mais finalement, depuis 1974, cependant, des os ont été récupérés sur d'autres membres de l'espèce de Lucie. Il a été démontré que ses orteils se courbent comme des singes arboricoles. Ses épaules se sont avérées presque identiques à celles des grands singes vivants. Ses poignets ressemblent à ceux des espèces de singes qui marchent sur les doigts. Et ses mains, loin d'être comme des mains humaines, sont semblables à celles des chimpanzés. En d'autres termes, c'était un singe grimpant aux arbres, marchant sur les doigts. Fait que je vais vous expliquer comment ils ont fait. Ils ont trouvé d'autres fossiles qui ressemblaient à ces os-là, mais qu'il y avait des crânes, qu'il y avait des pieds, puis qu'il y avait des mains. Puis ils ont été capables de voir que c'était la même espèce. Que finalement, les pieds qu'ils ont trouvés, ben c'était des pieds de singe. Fait qu'ils ont fini par finir le puzzle. Mais ça fait quand même quasiment 50 ans que les athées croient que c'est le chaînon manquant. C'est beaucoup de temps. Fait que la conclusion, c'est que Lucie ressemble beaucoup plus à un petit gorille ou à un chimpanzé qu'à un être humain. Fait que c'est ça la conclusion. Je vais vous en montrer d'autres rapidement. Fait que l'homme du Nebraska. Quand j'étais au primaire, j'avais un ami qui était athée. Puis il me dit, ton Dieu, il n'existe pas. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Ils ont trouvé une dent, puis cette dent-là, ça montrait qu'on avait un descendant. Puis ça, c'est des années 2005, mettons. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette dent-là, c'est pas vraiment une preuve du chaînon manquant. Nebraska Man a été créé à partir d'une seule dent découverte au Nebraska. Basé sur une seule dent et beaucoup d'imagination, le Nebraska Man a été dessiné avec un crâne, comme vous pouvez voir, un squelette, des outils et même une famille. Le seul problème, c'est qu'on a découvert plus tard que la dent provenait d'une espèce de cochon disparu. Fait que là, en 1917, ils ont fait la découverte, puis 10 ans plus tard, ils ont découvert que c'était pas une vraie trouvaille, là. C'est pas un chaînon manquant. Cela, probablement une des pires des évolutionnistes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand tu crois pendant 40 ans que tu as une preuve physique que ta croyance est vraie, ça peut affecter beaucoup de générations dans leur croyance. Ça peut motiver beaucoup de personnes à faire des livres pour dire « Ah, l'évolution, c'est vrai ». Fait que je vais vous montrer la pire. Le Pin-Down Man s'est révélé être un canular délibéré, l'homme de Pin-Down. Le fragment de crâne provenait en fait d'un humain moderne et la partie de la mâchoire et les 2 dents provenaient d'un orang-outan. Fait qu'ils ont pris des dents d'orang-outan, des dents d'humain, un crâne d'humain, puis ils ont limé ça, ils ont fité ça, puis là ils ont fait « OK, ça c'est la preuve qu'il y a un chaînon manquant. » C'est quand même grave.
Les dents avaient été limées pour donner un aspect d'humain et les os et les dents avaient été tachés pour leur donner une apparence ancienne. Toute la découverte a été forgée dès le départ pour tromper les gens qui ne cherchaient pas la vérité. Découvert en 1912, 41 ans se sont écoulés entre la découverte et la détermination que c'était un canular en 1953. Quand je faisais mes recherches, là, il comparait ça avec des vrais crânes de singes là, encore. Puis il disait, OK, mais lui, le pin down, là, c'était pas vrai, finalement, mais il apparaît encore quand même quand tu fais tes recherches. Là. Si tu sais pas que c'est un canular, tu pourrais être forcé à croire que c'est quand même un chaînon manquant encore. L'homme de Java, donc, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Là. Ils ont trouvé un crâne, puis ils ont trouvé un fémur, puis une dent. Fait que l'homme de Java a été construit à partir d'os largement dispersés, une calotte et un fémur trouvés très éloignés les uns des autres dans un dépôt de gravier. Il s'agissait en réalité de parties sans rapport entre un humain et un singe géant. Fait que, mais ils ont quand même conclu que il ressemblait à ça. L'homme de Pékin. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est des bons artistes, les évolutionnistes. Là, ils font des dessins avec un crâne d'une famille complète. Là. Fait que l'homme de Pékin était basé uniquement sur des crânes de singes défoncés en arrière parce qu'ils ont été trouvés avec divers os d'animaux et outils. On a supposé que ces singes, utilisant des outils, étaient les ancêtres de l'homme. Au lieu de cela, on a découvert que ces animaux étaient la nourriture de l'homme et que les outils étaient utilisés sur eux plutôt que par eux. C'est ça. Fait que, on peut tirer des drôles de conclusions quand on n'analyse pas bien les preuves. Puis l'homme de Néandertal, dans le fond, ça a été déterminé comme étant complètement humain. C'est tout simplement un peuple moderne, doté d'une culture, d'un art et d'une religion bien développés, mais qui souffrait de carences alimentaires. Fait que c'était des humains. Un autre canular des évolutionnistes, le fossile d'Archaeopteryx. Il a été découvert en Allemagne en 1861. Les évolutionnistes se sont empressés de dire que l'Archaeopteryx était le chaînon manquant, car le fossile démontrait selon eux la transition entre les reptiles et les oiseaux. Un article récent de Life Science proclamait le plus vieux fossile de dinosaure du chaînon manquant découvert en Allemagne. La découverte réelle n'était pas si sensationnelle, car aucun chaînon manquant n'était impliqué. En fait, il n'y avait même pas de dinosaure impliqué. Ce qu'ils ont trouvé était un spécimen fossilisé d'Archaeopteryx, un oiseau de la taille d'un corbeau avec des dents et des griffes sur les ailes, comme de nombreux oiseaux aujourd'hui disparus. En résumé, l'Archaeopteryx était un petit oiseau. C'est pourquoi les scientifiques ont rapidement changé d'avis et ont déclaré qu'il s'agissait du plus ancien oiseau connu. Il vivait à la fin du Jurassique, dans ce qui est aujourd'hui l'Europe. Depuis, plusieurs fossiles d'Archaeopteryx ont été découverts. Beaucoup présentent des traces évidentes de longues plumes, mais nous ne savons pas si l'Archaeopteryx était pleinement capable de voler ou s'il ne pouvait que planer. Le fait que les évolutionnistes crient haut et fort qu'ils détiennent le chaînon manquant pendant des années, comme ils l'ont fait avec le fossile de l'Archaeopteryx, qui a finalement été démontré comme étant un simple oiseau, démontre le désespoir des évolutionnistes de vouloir prouver leur théorie, quitte à faire des déclarations erronées sur des fossiles qui sont loin d'être des chaînons manquants. Voici ce qui est, selon moi, l'un des pires canulars des évolutionnistes. Comment des illustrations d'embryons truqués ont conduit à des mensonges interminables. Et oui, certaines des images les plus emblématiques de la biologie recèlent un sombre secret. C'est embarrassant, mais vrai. Certains des dessins les plus influents de l'histoire de la biologie sont faux, exagérés pour correspondre à une thèse. Comme nous le découvrons dans le livre Haeckel's Embryos, le biologiste allemand Ernest Haeckel a inclus des illustrations des stades embryonnaires des vertébrés dans une série de livres publiés entre 1968 et 1908. Falsifiant les données,
il a placé les dessins dans une grille comparative mettant en évidence les similitudes entre les espèces et brouillant les différences. Les images qu'il démontrait dans ses livres étaient très inexactes. C'étaient des illustrations basées sur des images dans le cerveau d'Haeckel et non basées sur des dessins de vrais embryons. Ces illustrations n'avaient donc rien de scientifique. Haeckel voulait absolument convaincre ses lecteurs que tous les vertébrés partageaient un ancêtre commun et que notre développement embryonnaire répétait un passé évolutif. Cette théorie fut réfutée, mais l'usage des dessins d'Haeckel persista notamment dans l'enseignement. Nous pouvons donc encore aujourd'hui retrouver les illustrations d'Haeckel dans les livres de biologie dans nos écoles. Il aura fallu attendre 129 ans pour qu'en 1997, la fraude des dessins d'Haeckel soit finalement exposée au grand jour grâce à la science moderne. Comme vous pouvez voir sur cette photo, sur la rangée du haut, ce sont les dessins d'Haeckel, représentant les embryons de différentes espèces, presque toutes pareilles. Sur la rangée du bas, ce sont des radiographies réelles des embryons de ces espèces, montrant que les embryons sont en réalité extrêmement différents. Ces embryons ne prouvent aucunement un passé évolutif commun, loin de là. Les embryons d'Haeckel étaient finalement un autre mensonge, une grande fraude de plus servant à prouver que la théorie de l'évolution est vraie. Malheureusement, cette grande fraude n'a que plongé le monde de la biologie dans l'erreur de 1868 à 1997, autant les étudiants que les scientifiques. Ce mensonge, sous forme d'illustration, aura eu pour impact que pendant 129 ans, des évolutionnistes étaient convaincus que leur théorie était vraie. 129 ans de mensonges. Une fraude si grande que même aujourd'hui encore, il y a des illustrations de ces embryons dans les livres d'école. De plus, en 2018, j'argumentais sur la véracité de la théorie de l'évolution avec une étudiante en médecine et celle-ci m'a cité les embryons d'Haeckel comme preuve irréfutable de l'évolution. Ce qui prouve que la fraude des embryons d'Haeckel subsiste encore même aujourd'hui. Ce qui prouve qu'encore aujourd'hui, ce mensonge continue d'exister et d'alimenter les fausses informations et les fausses preuves des évolutionnistes, menant à une ignorance scientifique involontaire au niveau des étudiants en biologie, car pour eux, puisque ça apparaît dans leur livre d'école, ça doit être vrai. Pourquoi le remettre en question? Fait que je vais vous expliquer, vous allez être des experts après ma présentation sur l'évolution. J'espère, j'aurais pu vous l'expliquer vraiment rapidement, mais vous n'aurez pas été capable de comprendre le sujet puis de l'expliquer à des personnes athées après. Fait on va y aller en détail. Parce que c'est une des plus grandes oppositions au christianisme, c'est l'évolution. Fait que c'est quoi l'évolution? Fait que l'évolution est divisée en deux branches. Il y a la microévolution qui est observable, puis il y a la macroévolution qui est non observable. Fait que c'est important de différencier les deux parce que les évolutionnistes, eux, ils prennent des exemples de la microévolution, puis ils vont montrer que c'est des preuves pour la macroévolution, mais la macroévolution, elle n'a pas été observée, puis les deux sont différents. Puis je vais vous expliquer pourquoi que c'est pas scientifique de dire que la macroévolution est vraie. Fait que la macroévolution, qui implique des variations mineures au sein d'une espèce, nous en voyons des preuves à tout moment. Par exemple, lorsque des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est ce qu'on appelle également l'adaptation ou la sélection naturelle. La microévolution est scientifique car elle est observable et mesurable. L'autre branche est la macroévolution, qui est le concept selon lequel de petits changements successifs peuvent au fil du temps, transformer progressivement une espèce en une autre. Cela implique non seulement des variations mineures, mais également l'ajout de fonctionnalités et de types de carrosserie complètement nouveaux. Fait que ça dit, OK, le chien peut se transformer en chat, mais ils n'ont jamais trouvé de fossiles entre les deux. Mais ça, on va en parler plus tard. Le docteur J.P. Marlene résume la microévolution ainsi. Il dit « La microévolution est limitée par le code génétique. Aucune caractéristique qui n'est présente dans l'ADN d'une créature ne pourra jamais être produite par la sélection naturelle. » Ça veut dire que les créatures, ils ont un ADN, puis l'ADN, elle ne peut pas se modifier pour se transformer en une autre créature. Fait que chaque espèce est limitée par son code génétique.
La macroévolution, par contre, dans le fond, c'est la théorie. La macroévolution est la théorie générale selon laquelle toute vie est née de la non-vie dans une soupe prébiotique où des réactions chimiques et une certaine forme d'énergie ont donné naissance à la première vie et toute la vie a évolué depuis la première vie jusqu'à l'Homo sapiens. Fait qu'il y a eu une première vie qui appelle une amibe, c'est genre une petite cellule toute petite qui a créé les 9 millions d'espèces puis les humains aujourd'hui. Selon eux. Fait que vous voyez, toute la vie vient de cette petite flaque de boîte, puis avec le temps, ça crée toute la conception qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est non observable, n'oubliez pas. C'est pas scientifique si c'est pas observable. La macroévolution, la croyance selon laquelle les variations que nous pouvons observer dans la microévolution au sein d'une espèce sont censées d'être continues et illimitées, de sorte qu'une espèce continue de changer et finit par devenir une nouvelle espèce. Ça, c'est au cœur de la théorie de l'évolution. Cependant, le seul obstacle à ça, c'est quand même l'obstacle le plus majeur, c'est que la macroévolution n'a jamais été observée, c'est donc pas scientifique. C'est une croyance. Fait que... alors que je cherchais la vérité sur l'évolution, l'un des faits les plus convaincants que j'ai appris était que la microévolution est limitée par le code génétique. Aucune caractéristique qui n'est présente dans l'ADN d'une créature ne pourra jamais être produite par la sélection naturelle. Fait que, ainsi, même s'il existe des variations au sein d'une espèce, elles restent toujours dans ses limites. Par exemple, il existe de nombreux types de chiens, mais ils ne se transforment jamais en chat. Fait que, il y a beaucoup de variations au sein de l'espèce, comme si les premiers chiens, c'était des gros loups, puis ils finissent par se transformer en tous les chiens qu'on connaît aujourd'hui. Mais il n'y a aucun chien qui s'est transformé en chat avec le temps. Mais les évolutionnistes, ils disent, OK, les chats et les chiens ils ont probablement un ancêtre commun. Puis tout ce qui existe a des ancêtres communs. On est les cousins d'une étoile de mer. On a déjà été des vers de terre, comme je vous disais un peu plus tôt. Ça, si tu crois en ça, si tu crois en l'évolution, il faut que tu crois en ça quand même. Il ne faut pas que tu rejettes certaines croyances en l'évolution, il faut que tu crois en tout. Fait que, il y a des variations au niveau des poulets, mais ils ne se transforment pas en d'autres choses que des poulets. Il y a des variations au niveau des chevals, même au niveau des dinosaures, mais ils ne se transforment pas en d'autres choses, ils restent dans leur domaine génétique. La meilleure explication qui décrit cette limitation de la microévolution, c'est l'adaptation. C'est dans le livre The Answer Book, c'est écrit par Ken Ham. C'est quelqu'un qui est créationniste. Il dit l'adaptation, créationniste, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, il explique la vie avec la création. Donc, il écrit ça dans son livre. Il dit l'adaptation et la sélection naturelle sont des faits biologiques. L'évolution de l'amibe à l'homme ne l'est pas. L'amibe, c'est la petite cellule que je vous parlais tout à l'heure. La sélection naturelle ne peut fonctionner que sur l'information génétique présente dans une population d'organismes. Elle ne peut pas créer une nouvelle information. Par exemple, puisqu'aucun reptile connu ne possède de gènes pour les plumes, aucune sélection ne produira un reptile à plumes. Les mutations génétiques ne peuvent que modifier ou éliminer les structures existantes. Ils ne peuvent pas en créer de nouvelles. Donc, c'est assez clair, mais on va continuer quand même parce que les évolutionnistes, on a besoin de leur donner des bons arguments. Il existe donc toujours des limites naturelles au changement biologique. La sélection naturelle ne peut rien créer de nouveau. Il ne peut que sélectionner que parmi les informations contenues dans le plan génétique de l'organisme déjà existant. Fait que, pourtant, les évolutionnistes ignorent ce fait-clé et prétendent qu'une espèce peut obtenir de nouvelles informations et évoluer vers une nouvelle espèce. Malheureusement, pour leur théorie, les évolutionnistes n'ont aucune preuve de cela. Cela n'a jamais été prouvé ou observé dans la nature et, en fait, cela ne peut jamais l'être. Fait que nous, on croit en la biogénèse. C'est une loi de la nature qui dit que dans ce monde matériel et naturel, la vie vient d'une vie antérieure de son genre. Elle ne peut pas venir de produits chimiques non vivants. Mais pourtant, avec la macroévolution, les évolutionnistes ils vont dire « OK, la vie peut naître spontanément de produits chimiques non vivants. »
mais ce n'est pas scientifiquement prouvable. Donc, toutes les expériences scientifiques qui ont été faites par les athées, ils ont essayé fort. Là. Puis ça, c'est des personnes intelligentes là, qui ont un cerveau puis qui ont essayé avec plein d'affaires de créer de la vie, puis ils n'ont jamais été capables en laboratoire. Donc, pourquoi que la bouette, elle pourrait se prendre elle-même pour se créer puis créer 9 millions d'espèces? Ça prend beaucoup de foi pour croire en ça. Plus que de croire que c'est Dieu qui a tout fait. Fait que si on suit leur logique, il y a eu un gros Big Bang, puis à un moment donné, sans raison apparente, il y a une boule qui s'est formée, la planète, puis tout était mort dessus, mais ça finit par créer la vie avec des millions d'années puis des milliards d'années. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est leur logique, là, mais c'est biologiquement impossible parce que la vie ne peut pas provenir de produits chimiques non vivants. Donc, ce qui me ramène à ma preuve numéro 2. La vie exige un donneur de vie surnaturel. Puis là, je sais que peut-être que si vous avez des amis athées qui ont peut-être peur du mot surnaturel, là, parce qu'ils pensent que c'est peut-être des fantômes. Surnaturel, ça veut juste dire au-delà de la nature. Dans le fond, notre monde, c'est un monde qui est physique. Il y a le temps, l'espace et la matière. Ça, c'est le monde naturel. Mais ce qui est surnaturel, c'est Dieu, dans le fond, parce qu'il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Fait que c'est là que je dis, quand la vie vient d'un être surnaturel, il vient d'un Dieu intelligent qui est en dehors de l'univers. Mais là, moi tu sais, dans la vie, là, les mathématiques, là, c'est quand même important. Là, fait que, je vais vous dire, c'est quoi les probabilités. Parce que là, on a vu quand même que la loi de la biogénèse prouvait que la théorie de l'évolution, ça ne pouvait pas être vrai. Mais on a quand même besoin des bons arguments pour convaincre nos amis évolutionnistes que c'est impossible. Fait qu'on va voir ce que les probabilités en disent. Fait que Sir Fred Hoyle a calculé le nombre d'assemblages d'essais d'acides aminés, les chances pour que le nombre d'assemblages d'essais d'acides aminés nécessaires pour donner naissance aux enzymes nécessaires à la vie et leur découverte par le mélange aléatoire s'avère d'être inférieure à une chance sur 10 à la 40 000. Ça veut dire que les chances que la plus petite forme de vie se forme, là, la plus petite enzyme, c'est de 1 chance sur 10 à la 40 000. L'obstacle à ça, c'est que... fait que juste pour vous montrer un exemple à quel point ce nombre est astronomique, 1 billion, ça fait seulement 10 à la 12. Puis on estime que dans tout l'univers, il y a 10 à la 80 d'électrons dans l'univers entier. L'électron, c'est ce qui tourne autour des atomes. Fait que c'est un chiffre extrêmement gros, 10 à la 40. Tellement gros que quand j'ai demandé à ChatGPT de me l'écrire, il m'a dit « Non, c'est trop pour moi, là. Je peux pas écrire 10 à la 40 parce que je voulais vous le montrer pour vous l'expliquer. » Mais il m'a dit « Oh, tu sais, maître, c'est un nombre extrêmement gigantesque, bien au-delà de la portée de la plupart des calculatrices et de la compréhension humaine courante en termes de magnitude. » Donc, j'ai essayé de vous le montrer, mais c'était trop gros. Puis, dans le fond, en mathématiques, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le fond, c'est impossible à imaginer, 10 à la 40 000, mais dans les mathématiques, c'est une loi, dans le fond. Les mathématiques disent que tout événement dans lequel les chances sont supérieures à 1 sur 10 à la 50, c'est impossible. Fait que c'est un événement qu'on peut affirmer qui n'arrivera jamais. Fait que peu importe le nombre de temps que tu y donnes, le nombre d'opportunités imaginables que tu y donnes qui pourraient exister, il n'existera pas si c'est au-delà de 10 à la 50. Fait on arrête dessus, là, tu sais, on pourrait juste dire, OK, les probabilités ont prouvé que l'évolution, c'était pas vrai, mais on va continuer quand même. Je vais vous donner beaucoup d'arguments. Donc, ça veut dire que ça peut pas, l'évolution ne peut pas arriver, mais c'est pas tout. Ça, c'était juste pour la plus simple des enzymes. Les chances que leur fameuse amide, ça c'est une cellule, se forme par hasard, ça a été calculé par Dr. Harold Maurer-Ritz. Excusez si j'ai mal dit son nom, là. Il a estimé que la probabilité de formation par hasard de la forme la plus simple de vie d'un organisme vivant connu est d'une chance sur 340 millions. Fait que c'est quand même impossible. Mais c'est pas fini, gang. On n'a pas fini. On va continuer parce que là, on parle de la plus simple forme de vie, mais il faut quand même que la planète existe.
Fait que Carl Sagan, astronome et évolutionniste, il croit en l'évolution. Il a quand même calculé les chances que la vie se forme sur une planète, puis il a estimé que la chance que la vie évolue sur une planète, y compris la Terre, est d'une chance sur 2 milliards. Fait que c'est impossible. Fait que on peut conclure que Dieu doit être derrière ça, parce que sinon on ne peut pas exister, parce que selon les probabilités, c'est impossible qu'on existe. Juste pour vous donner une idée de 10 à la 2 milliards, là, ça prendrait 6000 livres pour écrire ça. 6000 livres de 300 pages. Ouais, fait que, donc si quelque chose serait impossible, ça serait bien que la vie soit formée par hasard. J'insiste parce que moi, quand j'argumente avec des personnes athées, ben souvent ils me disent non, avec le temps, là, ça marche. Là, j'insiste beaucoup, mais ils comprennent pas, là. Fait que la loi de la biogenèse. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, les scientifiques? Dans ce monde matériel et naturel, la vie vient d'une vie antérieure de son genre. Donc, l'évolutionniste Martin Maud a admis qu'un siècle de découvertes sensationnelles dans la science biologique nous a appris que la vie naît uniquement de la vie. C'est un évolutionniste qui a dit ça, là. Il n'est pas scientifique de dire que la vie peut être générée de façon spontanée à partir de produits chimiques non vivants. Donc, c'est juste pas un fait scientifique. Mais pourtant, les évolutionnistes continuent de s'acharner. La loi de la biogenèse. Puisque la loi de la biogenèse stipule que la vie vient uniquement de la vie, cela devrait soulever une question dans notre esprit. D'où vient la première vie dans l'univers? Bien, la seule possibilité, c'est que nous soyons issus d'un créateur éternel et vivant. Parce que la vie peut provenir que de la vie. Donc, le lauréat du prix Nobel Francis Crick a déclaré pas bien non. La grande majorité des séquences nécessaires à la vie ne peuvent jamais être synthétisées à aucun moment. Un honnête homme armé de toutes les connaissances dont nous disposons aujourd'hui ne pourrait qu'affirmer que, dans un certain sens, l'origine de la vie semble être presque un miracle. Tant sont nombreuses les conditions qui auraient dû être remplies pour qu'elles se produisent. C'est pas mal ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est le plus fou au final? Croire qu'un être intelligent, Dieu, a pris la terre pour faire un homme, ou la terre s'est pris elle-même pour créer tout. L'évolution dit de la boue, puis la Bible dit Dieu. Vous, c'est quoi que vous allez dire? Mais là, c'est pas tout, gang. Parce que là, on a trouvé beaucoup de fossiles. Fait qu'on doit se dire, on est chrétien, puis on élimine les fossiles de côté, puis les fossiles prouvent l'évolution, puis on les ignore toutes en tant que chrétien. On va checker c'est quoi que les fossiles ont à dire. Fait que combien vous pensez que ça prend de fossiles pour qu'on se dise que l'évolution, c'est pas vrai? 100 fossiles, 10 000 fossiles, 1 million? 10 millions? 10 millions? 10 millions? Vendus? Oh, on a 20 millions au fond de la pièce. 20 millions adjugés. Mais vous étiez loin de la plaque. Imaginez-vous que dans tous les fossiles qui ont été trouvés, dans le monde entier, il y en a 200 millions. C'est suffisant pour se faire une idée de, OK, il n'y a pas de fossiles qui montrent de forme transitoire entre les espèces. Mais les évolutionnistes, ils continuent de s'acharner. Mais on va voir ce que Charles Darwin, lui qui a écrit la théorie de l'évolution, a à dire des registres fossiles. Il a reconnu que le manque de forme transitionnelle comme l'un des défauts fatals de sa théorie. Fait que si on ne trouve pas de fossiles transitoires, gang, l'évolution, c'est fini, puis c'est Dieu qui a créé tout. C'est pas dur. On va voir ce que Charles Darwin a à dire. Comme selon cette théorie, d'innombrables formes transitoires ont dû exister, pourquoi ne les trouvons-nous pas enchâssées dans la croûte terrestre? Pourquoi la nature tout entière n'est-elle pas dans la confusion au lieu d'être, comme nous le voyons, des espèces bien définies?
La recherche géologique ne donne pas les infinies gradations fines entre les espèces passées et présentes requises par la théorie, et c'est la plus évidente des nombreuses objections qui peuvent être opposées. L'explication réside cependant dans l'extrême imperfection des archives géologiques. Fait que ça, ce qu'il disait Charles Darwin, il dit « OK, on est en 1859, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour dire que ma théorie n'est pas bonne. Mais si après 150 ans, on trouve 200 millions de fossiles, puis qu'il n'y en a pas qui prouvent ma théorie, bien c'est pas vrai. » Fait que c'est ça qu'a admis Charles Darwin. Fait que, on va voir c'est quoi que les scientifiques évolutionnistes ont à dire sur ces découvertes-là. Mais là, avant, je vais vous nommer un grand collectionneur de fossiles. Dans le fond, il s'appelle Dr. Colin Patterson. Lui, il était directeur au Musée d'histoire naturelle de Londres, au Royaume-Uni. Puis, c'est un évolutionniste très respecté, puis il a écrit un livre sur l'évolution. Mais pendant une interview, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il dit « OK, là, tu as 7 millions de fossiles dans ton musée, là. T'as pas un fossile transitionnel là, ou transitoire dans tes affaires? » Mais là, on va voir c'est quoi qu'il a répondu. Il a dit « Je suis d'accord avec votre commentaire au sujet de l'absence d'illustration directe des transitions de l'évolution dans mon livre. Et si j'en connaissais une vivante ou fossilisée, je l'aurais incluse. » Il dit « Je vais être franc, il n'y a pas un seul fossile qui pourrait servir de preuve irréfutable. » Bon, Darwin espérait que les recherches paléontologiques confirmeraient sa théorie de son vivant. Il se cramponnait à cette hypothèse devenue sa vision du monde. Mais aujourd'hui, les musées du monde entier ont 200 millions de fossiles. Ça serait peut-être le temps qu'on arrête de croire qu'on va trouver un fossile transitoire. Autrement dit, nous pouvons dire que le chaînon manquant, il est toujours manquant. Mais ça serait plus scientifiquement exact, basé sur les observations du registre fossile, que le chaînon manquant n'existe juste pas. Tout apparaît soudainement et parfaitement formé dans les archives fossiles. Là, vous dites, est-ce que c'est une assumption que je fais? On va voir ce que les paléontologues, c'est les experts, c'est quoi qu'ils disent de l'absence de nombreuses formes intermédiaires exigées par la théorie de l'évolution. Fait que dès le début de leur apparition dans les archives fossiles, les 11 grands types d'invertébrés sont complètement distincts les uns des autres. Ces groupes fondamentaux sont apparus sans histoire évolutive. Fait que, je ne sais pas si vous me suivez, là, on n'est pas des experts, là, mais ça dit que les plus grands groupes d'invertébrés d'un fossile sont apparus de même, en un claquement de doigts. Ils n'ont pas d'histoire évolutive. Ça sonne un peu comme le récit de la création, mais faut pas dire ça aux athées parce que pour leur montrer les preuves, tu conclus qu'on a été créé après. Les fossiles démontrent les fossés énormes qui existent entre toutes les espèces passées et présentes. Ces faits bruts justifient un verdict sans appel de la part des scientifiques évolutionnistes les plus renommés. George Neville, il dit « Le registre fossile continue toujours d'être composé principalement par des fossés. » Stephen G. Cool, en tout cas, l'archive fossile, avec ses transitions abruptes, ne soutient en rien un changement graduel. Tous les paléontologistes savent que l'archive fossile contient précisément peu de formes transitoires. Les transitions entre les groupes majeurs sont caractéristiquement abruptes. Oui, c'est plus facile à dire. Stephen Stanley. Le registre fossile connu ne documente pas un seul exemple d'évolution phylogénique accomplissant une transition morphologique majeure et donc n'offre aucune preuve que le modèle gradualiste puisse être valable. Fait que les évolutionnistes disent qu'il y a une belle ligne comme ça, ou comme ça, à partir de l'amibe, pour que ça se rende jusqu'à l'Homo sapiens, mais ça ne montre pas une ligne, ça montre juste des apparitions soudaines dans le registre fossile. En résumé, les fossiles ne témoignent en rien d'une histoire transformiste graduelle, mais bien plutôt d'apparitions soudaines de créatures entièrement formées et fonctionnelles, soit de création spéciale. Fait que c'est des créatures qui sont apparues comme ça, complètement formées, ils ne sont pas arrivées de façon graduelle. Mais attendez, moi j'aime ça les recherches scientifiques, puis ça c'est une recherche qui a été faite par des évolutionnistes. Fait que j'utilise ces recherches-là pour leur dire que leur théorie n'est pas bonne. Fait que ça fait pas longtemps, là. Ça fait depuis 2018, là. Les livres d'école vont changer dans pas long. Une étude récente
dit que 90% des espèces ont une origine récente. Fait que c'est beaucoup. Fait que 9 espèces sur 10 qu'on connaît aujourd'hui sont apparues au cours des 200 000 dernières années, selon une nouvelle étude génétique. Fait qu'eux autres, là, ils ont étudié 100 000 espèces différentes. Ils ont étudié 100 000 espèces différentes, des millions de codes barres d'ADN différents, puis sont venus à la conclusion que toutes ces 9 espèces sur 10 qu'on connaît aujourd'hui sont apparues il y a seulement 200 000 années. Fait que ça laisse vraiment pas beaucoup de temps là, à l'évolution de faire 9 millions d'espèces avec des mâles et des femelles. Hein? 200 000 ans? Donc, à moins que Dieu existe et qu'il fasse apparaître ça instantanément, l'évolution, d'après moi, ça montre que c'était rendu vraiment une théorie désuète et que la science l'a prouvé. Puis ils l'ont même prouvé eux autres mêmes. Fait que un des chercheurs là, de cette étude-là, il a dit non seulement cela, l'étude a également révélé que, de manière plutôt inattendue, pour tous les évolutionnistes, que les espèces ont des limites génétiques très claires, puis il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Fait qu'ils me prouvent avec l'ADN qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre les espèces. Puis le rechercheur il a même déclaré l'absence d'espèces intermédiaires est également quelque chose qui laisse Darwin perplexe, a déclaré un des évolutionnistes qui a mené la recherche. Fait ils l'ont prouvé avec les fossiles que ça n'avait jamais eu lieu, mais là, ils l'ont prouvé avec l'ADN. Fait que la biologie démontre une apparition soudaine d'espèces déjà formées complètement et qui se reproduisent dans leurs espèces respectives, tel qu'il est indiqué dans la Genèse 1, chapitre 1, verset 25. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon leurs espèces, et toute bestiole de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Fait on peut conclure avec les fossiles puis l'ADN que le récit biblique est vrai.